Vous savez, la plupart des gens pensent que le pardon, c'est oublier le mal qu'on nous a fait, que pardonner signifie effacer la douleur, tourner la page et faire comme si rien ne s'était passé. Quelle belle et tragique idée fausse! Il a fallu qu'Isabelle de Montclair, âgée de 68 ans, ait la nouvelle que l'homme qui avait détruit sa famille agonisait seul dans un hôpital de Nice, brise complètement cette illusion et révèle une vérité que la plupart d'entre nous passent toute leur vie à éviter. Je m'appelle Antoine Moreau. Vous regardez Leçon tirée d'une longue vie. Avant de plonger dans cette histoire puissante, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ces histoires qui changent la vie vous touchent, pensez à vous abonner à Leçon tirée d'une longue vie et à activer la cloche de notification. Cela vous assure de ne jamais manquer nos récits profondément émouvants et cela nous aide vraiment à continuer de partager ces histoires transformatrices avec vous. Isabelle avait 68 ans quand je l'ai rencontrée pour la première fois, debout sur la terrasse de marbre de son château qui surplombe la baie de Marseille. Le Mistral soufflait ce jour-là, faisant danser ses cheveux argentés qu'elle portait toujours en chignon impeccable. Elle tenait dans ses mains tremblantes une lettre froissée et dans ses yeux bleu acier, ces mêmes yeux qui avaient intimidé les plus grands armateurs de la Méditerranée pendant 4 décennies. Je pouvais voir quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. De la peur. « Monsieur Moreau », m'avait-elle dit de sa voix encore ferme malgré l'émotion. « J'ai une histoire à vous raconter. Une histoire que ma famille préférerait voir enterrée avec moi. » Le château des Montclair n'était pas seulement une demeure. C'était un symbole. 400 ans d'histoire maritime, de commerce avec l'Orient, de fortune bâtie sur les routes de la soie et des épices. Les murs de pierre blonde avaient vu naître des générations d'armateurs, de négociants, de visionnaires qui avaient fait de Marseille l'un des ports les plus puissants d'Europe. Isabelle était la dernière héritière d'un empire qui s'étendait de Gênes à Alexandrie, la dernière gardienne de secrets commerciaux transmis de père en fils depuis le règne de Louis XIV. Et ce matin-là, en lisant cette lettre, elle venait d'apprendre que l'homme qui avait failli détruire tout cet héritage était en train de mourir. Henri Dubois. Ce nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis 30 ans venait de ressurgir dans sa vie comme un fantôme du passé. Henri, qui avait été son premier amour, son fiancé secret, l'homme pour qui elle aurait renoncé à tout. Henri, qui l'avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit. « Vous comprenez » me dit-elle en marchant lentement vers le salon aux boiseries dorées. « Quand on a vécu aussi longtemps que moi, on pense connaître tous les tours que peut nous jouer le destin. On pense avoir fait le tour de la souffrance, de la joie, de la surprise. Et puis la vie vous envoie une lettre comme celle-ci. » Elle me montra l'enveloppe. L'adresse était écrite d'une main tremblante, presque illisible. L'expéditeur, Hôpital Pasteur, Nice. Le contenu était simple, brutal dans sa simplicité. Henri Dubois, 72 ans, cancer du pancréas en phase terminale. Aucune famille. Aucun visiteur. Les médecins donnaient 6 mois, peut-être moins. Il y a un traitement expérimental en Suisse, continua Isabelle, sa voix se brisant légèrement. Très coûteux. 2 millions d'euros. Ses chances de survie passeraient de 0 à 60%. Je l'observais. Cette femme qui avait dirigé un empire commercial, qui avait négocié avec des ministres et des rois du pétrole, qui n'avait jamais montré la moindre faiblesse en public. Et là, dans l'intimité de son salon, je voyais ses mains trembler. « Madame de Montclair » lui demandai-je doucement. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» Elle se tourna vers la fenêtre, regardant au loin les voiliers qui dansaient sur la Méditerranée. « Parce que je vais vendre le château. » Ces mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans un puits. Vendre le château des Montclair? C'était impensable. C'était comme vendre Notre-Dame ou le Louvre. Pour sauver Henri, ajouta-t-elle dans un souffle. Et c'est là que j'ai compris que cette histoire n'était pas seulement celle d'une femme riche face à un dilemme moral. C'était l'histoire de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus troublant.
C'était l'histoire d'un amour qui avait survécu à la trahison la plus cruelle, d'un pardon qui défie toute logique humaine. Mais pour comprendre pourquoi Isabelle était prête à sacrifier l'héritage de 4 siècles pour sauver l'homme qui l'avait détruite, il fallait que je connaisse leur histoire. Il fallait que je remonte 30 ans en arrière, à l'époque où Isabelle de Montclerc n'était encore qu'une jeune héritière de 38 ans, et où Henri Dubois était l'homme le plus séduisant et le plus dangereux de tout Marseille. Car voyez-vous, certaines trahisons sont si profondes qu'elles changent à jamais la nature de l'amour. Et parfois, c'est précisément cette transformation qui nous révèle ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Mais cette révélation, Isabelle ne l'avait pas encore faite. Pas encore. Elle allait d'abord devoir revivre les moments les plus douloureux de sa vie, se confronter aux fantômes de sa jeunesse et découvrir que certaines vérités sont si bouleversantes qu'elles peuvent changer le cours d'une existence en une seule nuit. Pour comprendre pourquoi Isabelle était prête à tout sacrifier pour Henri, il faut que je vous ramène en 1994. Marseille bouillonnait alors d'une énergie particulière. La ville se préparait à devenir capitale européenne de la culture, les affaires florissaient et le vieux port vibrait jour et nuit d'une activité commerciale intense. Isabelle avait 38 ans à l'époque et elle était déjà considérée comme l'une des femmes les plus influentes de la Méditerranée. Récemment veuve après un mariage de convenance avec un banquier parisien, elle était revenue à Marseille pour reprendre les rênes de l'empire familial. Grande, élégante, avec cette assurance naturelle que donne l'habitude du pouvoir, elle intimidait la plupart des hommes d'affaires de la région. Mais Henri Dubois n'était pas comme les autres. Je l'ai rencontré une fois, bien des années plus tard, et même diminué par l'âge et la maladie, on sentait encore cette aura magnétique qui émanait de lui. À 42 ans, en 1994, Henri était tout simplement irrésistible. Fils d'un docker du quartier de la Joliette, il avait gravi tous les échelons par sa seule intelligence et son charisme naturel. Il dirigeait alors une compagnie de transport maritime qui commençait à faire de l'ombre aux plus grands armateurs traditionnels. La première fois que j'ai vu Henri, me raconta Isabelle, les yeux perdus dans ses souvenirs, c'était lors d'une réception au palais du Pharaon. Il portait un smoking qui n'était manifestement pas de la meilleure coupe, mais il avait cette façon de se tenir, cette confiance. Tous les regards se tournaient vers lui quand il entrait dans une pièce. Leur rencontre avait eu lieu autour d'un débat sur l'avenir du port de Marseille. Henri défendait une vision moderne, audacieuse, qui remettait en question les méthodes ancestrales des grandes familles maritimes. Isabelle, elle, représentait la tradition, la stabilité, l'expérience de 4 siècles de commerce. Nous étions censés être adversaires, sourit-elle tristement. Lui, le petit nouveau qui voulait révolutionner le secteur, moi, l'héritière qui défendait l'ordre établi, mais quand nos regards se sont croisés ce soir-là, elle s'interrompit, cherchant ses mots. Vous savez, monsieur Moreau, on dit souvent que l'amour frappe comme la foudre. C'est faux. L'amour véritable, celui qui change une vie, il arrive comme une marée, lentement, inexorablement, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est déjà submergé. Leur histoire d'amour avait commencé par des joutes verbales lors de réunions professionnelles. Henri challengeait constamment les positions d'Isabelle, mais avec un respect et une intelligence qui la fascinaient. Elle, de son côté, était la seule à ne pas être impressionnée par son charme, ce qui l'intriguait au plus haut point. Il m'invitait à déjeuner sous prétexte de discuter affaires, se souvint-elle. Nous nous retrouvions chez Fonfon, dans les Calanques, loin des regards indiscrets du milieu maritime. Et là, loin des costumes et des protocoles, je découvrais l'homme qu'il était vraiment. Henri lui parlait de son enfance dans les quartiers nord, de sa mère qui travaillait comme femme de ménage pour payer ses études, de ses rêves de transformer Marseille en hub méditerranéen du XXIe siècle. Isabelle, elle, lui confiait le poids de l'héritage familial, la solitude du pouvoir, cette impression d'être prisonnière d'un nom et d'une fortune. Avec lui, j'étais simplement Isabelle, pas la baronne de Montclerc, pas l'héritière, pas la veuve du banquier Moreau. Juste une femme qui riait, qui rêvait,
qui osaient imaginer une vie différente. Leur relation était restée secrète pendant presque 2 ans. Dans le Marseille des années 90, une liaison entre l'héritière des Moncler et le fils de Docker aurait fait scandale. Ils se retrouvaient dans des petits restaurants de la côte, dans des hôtels discrets de Cassis ou d'Aix-en-Provence, volant quelques heures de bonheur, loin du monde qui les séparait. Henri me faisait découvrir une Marseille que je ne connaissais pas, me raconta Isabelle, une lueur nostalgique dans les yeux. Les marchés de la Plaine, les petits bars du cours Julien, les parties de pétanque sur la Canebière. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Mais leur secret ne pouvait pas durer éternellement. En 1996, la famille Moncler traversait une période difficile. La concurrence asiatique menaçait leur route commerciale traditionnelle et plusieurs clients historiques commençaient à se tourner vers de nouveaux partenaires. C'est à ce moment-là qu'Henri avait proposé une alliance. Il voulait fusionner nos entreprises, expliqua Isabelle, sa voix se durcissant. Créer un géant maritime franco-méditerranéen capable de rivaliser avec les grands groupes internationaux. Sur le papier, c'était brillant. Dans les faits, elle s'arrêta, se levant pour aller se servir un verre d'eau, ses mains tremblant légèrement. Dans les faits, cela signifiait qu'Henri aurait accès à tous nos secrets commerciaux. Nos routes, nos contacts, nos méthodes, tout ce qui faisait la force des Moncler depuis 4 siècles. Le conseil d'administration familiale avait été catégorique. Pas question de s'associer avec Henri Dubois. Trop risqué, trop rapide, trop différent. Isabelle s'était retrouvée face au choix le plus difficile de sa vie. L'amour ou la famille, la passion ou la raison, Henri ou l'héritage des Moncler. « J'ai choisi Henri », murmura-t-elle. J'ai dit oui à sa proposition de fusion. J'ai dit oui à sa demande en mariage. J'ai dit oui à tout ce qu'il représentait. Mais Henri Dubois cachait un secret. Un secret si terrible qu'il allait non seulement briser le cœur d'Isabelle, mais aussi failli détruire l'empire des Moncler pour toujours. Car voyez-vous, pendant qu'Isabelle rêvait d'amour et d'avenir commun, Henri négociait déjà dans l'ombre avec les plus grands concurrents européens. Il avait un plan d'une intelligence diabolique qui allait faire de lui l'homme le plus riche et le plus haï de tout Marseille. Et Isabelle, aveuglée par l'amour, était sur le point de lui donner les clés du royaume. Mais comment un homme capable d'un tel amour pouvait-il en même temps préparer une trahison si cruelle? Et surtout, pourquoi Isabelle, 30 ans plus tard, était-elle prête à tout sacrifier pour le sauver? La réponse à cette question allait révéler une vérité sur la nature humaine si troublante qu'elle remettrait en question tout ce que vous croyez savoir sur l'amour et le pardon. La trahison d'Henri avait été découverte un matin de novembre 1996 par le plus grand des hasards. Isabelle s'en souvenait encore avec une précision douloureuse. Il était exactement 9h47 quand son assistant, Pierre Castellane, était entré dans son bureau du Vieux-Port, le visage livide. « Madame la baronne, avait-il murmuré, nous avons un problème. » Ce que Pierre avait découvert dépassait l'entendement. Pendant des mois, Henri avait systématiquement copié tous les documents confidentiels auxquels Isabelle lui donnait accès. Les routes commerciales secrètes vers l'Asie, les contacts privilégiés dans les ports du Maghreb, les accords exclusifs avec les raffineries du Golfe Persique, tout avait été photographié, numérisé, transmis. Le pire, me raconta Isabelle, sa voix se brisant, c'est que j'avais moi-même facilité sa tâche. Par amour, par confiance aveugle, je lui montrais tout. Je voulais qu'il comprenne l'ampleur de notre héritage familial, la beauté de ce que nous avions construit ensemble au fil des siècles. Les preuves étaient accablantes. Henri avait vendu ces informations à un consortium germano-néerlandais pour la somme astronomique de 15 millions de Deutschmark. En quelques semaines, les concurrents avaient pu court-circuiter les Moncler sur leurs marchés les plus lucratifs, proposant des tarifs que seule la connaissance de leurs méthodes secrètes permettait d'égaler. En 3 mois, continua Isabelle, les yeux fixés sur la Méditerranée, nous avons perdu 40% de notre chiffre d'affaires, 2 siècles de relations commerciales privilégiées, anéanties.
des familles entières d'employés licenciés. L'empire des Montclair vacillait sur ses fondations. Mais le plus cruel n'était pas la perte financière. C'était la découverte, dans les documents saisis chez Henri, d'un dossier intitulé « Opération Isabelle ». Un plan détaillé, minutieusement orchestré pour séduire l'héritière des Montclair et s'emparer de leurs secrets commerciaux. « Tout était écrit », murmura-t-elle. « Nos premiers rendez-vous, mes goûts, mes faiblesses, la stratégie pour gagner ma confiance. Même nos moments les plus intimes étaient consignés comme des étapes d'un plan de conquête. » Henri avait disparu du jour au lendemain. Aucune explication, aucune excuse, aucun mot d'adieu. Juste le vide et la certitude atroce que tout ce qu'Isabelle avait vécu comme le plus grand amour de sa vie n'avait été qu'une manipulation calculée. « Vous savez ce qui fait le plus mal dans une trahison ?» me demanda-t-elle soudain. « Ce n'est pas la colère, ce n'est pas même la tristesse. C'est le doute. Le doute sur tout. Sur sa capacité à juger les gens, sur la réalité de ses propres sentiments, sur la possibilité même que l'amour existe vraiment. Pendant 30 ans, Isabelle avait vécu avec cette blessure. Elle avait reconstruit l'empire familial, plus fort qu'avant. Elle était devenue une femme d'affaires respectée, crainte, admirée. Mais elle n'avait plus jamais aimé, plus jamais fait confiance, plus jamais ouvert son cœur. Et puis, dit-elle en me montrant à nouveau la lettre de l'hôpital, cette lettre arrive. Le trajet jusqu'à Nice lui avait pris 2 heures. 2 heures pendant lesquelles Isabelle avait oscillé entre la curiosité, la colère et quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Pourquoi allait-elle voir Henri? Que cherchait-elle? La vengeance? La closure? Ou simplement la réponse à une question qui la hantait depuis 3 décennies? L'hôpital Pasteur sentait le désinfectant et la mort. Isabelle avait demandé la chambre 247, service oncologie. L'infirmière l'avait regardée avec surprise. Henri Dubois n'avait jamais eu de visite en 6 mois d'hospitalisation. Quand j'ai poussé la porte de sa chambre, me raconta Isabelle, j'ai d'abord cru qu'il y avait erreur. L'homme que j'avais devant moi ne ressemblait plus du tout au Henri que j'avais connu. La maladie l'avait ravagé. Il pesait peut-être 50 kilos, ses cheveux avaient disparu, sa peau était jaunâtre. Henri dormait quand elle était entrée. Isabelle s'était assise dans le fauteuil à côté du lit, observant cet homme qui avait détruit sa vie. Et c'est là, dans ce silence d'hôpital, qu'elle avait fait une découverte troublante. « Je m'attendais à ressentir de la haine », murmura-t-elle, « ou au moins de la satisfaction de le voir dans cet état. Mais ce que j'ai ressenti, c'était de la pitié et quelque chose d'autre, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. » Henri s'était réveillé 1 heure plus tard. Quand ses yeux s'étaient reposés sur Isabelle, il avait d'abord cru halluciner. Puis, lentement, la réalité l'avait frappé. « Isabelle » avait-il murmuré, sa voix rauque de médicaments. « Tu es venue. Je ne sais pas pourquoi » avait-elle répondu, surprise par la douceur de sa propre voix. Ils étaient restés silencieux pendant de longues minutes. 30 ans de non-dits, de colère, de questions sans réponse flottaient entre eux comme un brouillard épais. « Tu vas mourir », avait finalement dit Isabelle, constatant un fait plus qu'exprimant une émotion. « Oui », avait répondu Henri simplement. « Dans quelques semaines, probablement. »« Bien », avait-elle dit, mais le mot avait sonné faux, même à ses propres oreilles. Henri l'avait regardé longuement, et dans ses yeux, Isabelle avait vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Du remords. Un remords si profond, si authentique, qu'il semblait le consumer de l'intérieur. « Isabelle, » avait-il murmuré, « il faut que tu saches. »« Non, » l'avait-elle interrompu. « Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas d'explication, pas d'excuse, pas de justification. C'est trop tard. » Mais Henri avait insisté. « Il y a des choses que tu ignores, des choses qui changeraient tout si tu les savais. Rien ne peut changer ce que tu as fait, » avait répliqué Isabelle en se levant pour partir. Ma fille avait alors lâché Henri dans un souffle. Isabelle s'était figée. « Quoi? J'ai une fille.
Elle s'appelle Marie. Elle a 29 ans. Et elle va mourir si je ne trouve pas l'argent pour son traitement. Le monde d'Isabelle venait de basculer à nouveau. Car cette révélation allait l'obliger à reconsidérer tout ce qu'elle croyait savoir sur Henri, sur sa trahison et sur les véritables motivations qui l'avaient poussé à détruire leur amour. Mais était-ce la vérité? Ou un dernier mensonge? Une ultime manipulation d'un homme désespéré? Et surtout, pourquoi cette révélation changeait-elle tout dans le cœur d'Isabelle? La réponse à ces questions allait pousser la baronne de Montclair à prendre la décision la plus folle et la plus généreuse de toute sa vie. Une décision qui allait choquer tout Marseille et révéler la véritable nature de l'amour inconditionnel. « Ma fille va mourir ». Ces 4 mots résonnaient encore dans la tête d'Isabelle quand elle quitta l'hôpital ce soir-là. Henri lui avait tout raconté, d'une voix brisée par l'émotion et la maladie. Marie Dubois, 29 ans, souffrait de la même forme rare de cancer que son père. Une maladie génétique, héréditaire, qui nécessitait le même traitement expérimental en Suisse. « Tu comprends maintenant ?» avait murmuré Henri, les larmes coulant sur ses joues creusées. « En 1996, quand j'ai découvert que Marie était malade, elle n'avait que 3 ans, Isabelle. 3 ans, et les médecins me donnaient 6 mois pour trouver 2 millions de francs. Sinon, Isabelle était restée pétrifiée. Tout ce qu'elle croyait savoir sur la trahison d'Henri s'effondrait d'un coup. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» avait-elle chuchoté. « Parce que tu n'aurais jamais accepté que je vole ta famille pour sauver ma fille. Et tu aurais eu raison. Mais j'étais désespérée, Isabelle. Quand on voit son enfant mourir, on devient capable du pire. » Henri lui avait montré une photo jaunie qu'il gardait dans son portefeuille. Une petite fille aux boucles brunes, aux yeux rieurs, qui ressemblait étrangement à l'Isabelle de sa jeunesse. « Elle ne sait même pas qui tu es, » avait-il ajouté. « Je ne lui ai jamais parlé de nous. Comment expliquer à sa fille qu'on a détruit la femme qu'on aimait le plus au monde pour la sauver? Le retour en voiture vers Marseille avait été un cauchemar. Isabelle conduisait machinalement sur l'autoroute A8, l'esprit en ébullition. 30 ans de colère, de rancune, de certitude qui s'écroulaient en quelques heures. Henri ne l'avait pas trahi par cupidité ou par ambition. Il l'avait trahi par amour paternel, par désespoir, par cette pulsion primitive qui pousse un parent à tout sacrifier pour sauver son enfant. « Cela ne change rien », se répétait-elle. « Il m'a menti, il m'a utilisé, il a détruit ma famille. Peu importe ses raisons. » Mais au fond de son cœur, elle savait que cela changeait tout. De retour au château, Isabelle avait convoqué une réunion d'urgence du conseil de famille. Ses cousins, ses neveux, les principaux actionnaires de l'Empire Montclair s'étaient rassemblés dans la grande bibliothèque aux murs couverts de portraits d'ancêtres. « J'ai quelque chose d'important à vous annoncer », avait-elle déclaré, debout devant la cheminée monumentale. Et là, devant les visages médusés de sa famille, Isabelle avait lâché la bombe. « Je vais vendre le château pour financer le traitement d'Henri Dubois. » Le silence qui avait suivi était assourdissant. Puis les protestations avaient fusé de toutes parts. « Tu es devenue folle » s'était écrié son cousin Édouard. « Vendre le château pour sauver ce traître ?» « Isabelle, réfléchis » avait plaidé sa nièce Margot. « C'est notre patrimoine, notre histoire. Tu ne peux pas dilapider 4 siècles d'héritage familial pour un homme qui nous a trahis. »« Il a une fille malade » avait simplement répondu Isabelle. « Et alors » avait explosé Édouard. « Ce n'est pas notre problème. Cet homme a failli nous ruiner. Il a détruit des centaines d'emplois. Il a sali le nom des Montclair dans tout Marseille. » Mais Isabelle était restée inébranlable. « J'ai pris ma décision. Dans ce cas, » avait déclaré Édouard, « nous t'empêcherons, légalement s'il le faut. Tu n'es pas propriétaire unique du château, Isabelle. Nous avons tous notre mot à dire. » C'était vrai. Selon les statuts familiaux, la vente du château nécessitait l'accord de tous les héritiers Montclair, et ils étaient unanimement opposés à ce projet insensé. « Très bien, » avait dit Isabelle calmement. « Dans ce cas, je vais vendre ma part de l'entreprise. » Cette fois, c'était la stupéfaction totale.
Isabelle possédait 51% des parts de l'Empire maritime Montclair. Sa part valait largement les 2 millions nécessaires pour le traitement d'Henri et de sa fille. « Tu renoncerais à tout ?» avait murmuré Margot, incrédule. « À l'entreprise, au château, à ton statut, à ton nom ? Pour sauver l'homme qui t'a trahi ?» avait ajouté Édouard, abasourdi. Isabelle avait regardé chacun d'eux, ces visages qu'elle connaissait depuis l'enfance. Cette famille qui était toute sa vie. Puis elle avait pensé à Henri, seul dans sa chambre d'hôpital, et à Marie, cette jeune femme qu'elle ne connaissait pas mais qui était en train de mourir. « Oui », avait-elle dit simplement. La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe dans tout Marseille. La baronne de Montclair qui vendait sa part d'héritage pour sauver Henri Dubois, c'était impensable, scandaleux, incompréhensible. Les journaux s'emparèrent de l'affaire, les radios ne parlaient que de ça, les réseaux sociaux s'enflammèrent. « Elle a perdu la tête », disèrent les uns. « C'est de la pure folie », renchérissaient les autres. 30 ans après, elle est encore amoureuse de ce salaud, chuchotaient les mauvaises langues. Mais Isabelle ne les entendait plus. Elle avait rendez-vous avec les avocats, les notaires, les banquiers. En une semaine, elle avait organisé la vente de ses parts à un consortium international. 2 millions d'euros versés directement à la clinique suisse qui allait traiter Henri et Marie. Le jour de la signature, Isabelle était retournée voir Henri à l'hôpital. Il était encore plus faible, mais conscient. « Pourquoi ?» avait-il murmuré quand elle lui avait annoncé la nouvelle. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» Isabelle avait réfléchi longuement avant de répondre. Pourquoi, en effet? Par amour? Par pitié? Par besoin de closure? Ou pour une raison plus profonde, plus troublante? Parce que, avait-elle finalement dit, j'ai compris quelque chose ces derniers jours. La haine que je portais en moi depuis 30 ans me détruisait plus sûrement que ta trahison. En te sauvant, Henri, c'est moi que je sauve. Henri avait fermé les yeux, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Il y a autre chose que tu dois savoir », avait-il murmuré. « Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, même pas à Marie. » Et là, dans cette chambre d'hôpital qui sentait la mort et les regrets, Henri Dubois allait faire à Isabelle une révélation si bouleversante qu'elle allait changer à jamais sa vision de l'amour, du pardon et de ce qui rend un être humain véritablement libre. Une révélation qui allait prouver que parfois, les plus grandes trahisons cachent les plus grands sacrifices, et que l'amour véritable peut prendre des formes si inattendues qu'elle défie toute logique humaine. « Marie n'est pas seulement ma fille », murmura Henri, sa voix à peine audible dans le silence de la chambre d'hôpital. « Elle est aussi la tienne. » Le monde d'Isabelle s'arrêta de tourner. Ces mots, prononcés si doucement, résonnaient dans sa tête comme un coup de tonnerre. Elle se leva brusquement de sa chaise, manquant de perdre l'équilibre. « Qu'est-ce que tu dis ?» chuchota-t-elle, le visage livide. Henri ouvrit péniblement les yeux, et dans ce regard mourant, Isabelle vit une vérité si bouleversante qu'elle dut s'appuyer au mur pour ne pas tomber. « Tu te souviens de notre dernier week-end ensemble, à Cassis en septembre 1996, 3 semaines avant que tout s'effondre ? Comment aurait-elle pu l'oublier ? Ces 2 jours avaient été les plus beaux de leur relation. Ils avaient parlé mariage, d'enfants, d'avenir commun. Ils avaient fait l'amour avec une passion désespérée, comme s'ils pressentaient que c'était la fin. Quand tu as découvert ma trahison, continua Henri, chaque mot lui arrachant la gorge, tu étais enceinte de 3 semaines. Tu ne le savais pas encore. Isabelle sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle se laissa tomber dans le fauteuil, la tête entre les mains. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « J'aurais su. J'aurais... » « Tu as fait une fausse couche, » l'interrompit Henri doucement. 2 semaines après avoir découvert ma trahison, le choc, le stress, la douleur, ton corps a rejeté notre enfant. Les souvenirs revinrent en vrac. Cette période floue après la découverte de la trahison, où Isabelle avait sombré dans une dépression profonde. Ces saignements qu'elle avait attribués au stress, cette faiblesse, cette sensation de vide qui l'avait habitée pendant des mois. « Comment tu le sais ?» demanda-t-elle, la voix brisée. «
parce que j'ai payé ton médecin pour qu'il me tienne informé de ton état de santé. J'étais fou d'inquiétude, Isabelle. Même après ce que j'avais fait, je t'aimais encore. Je t'ai toujours aimé. Henri sortit péniblement une enveloppe de sous son oreiller. Ses mains tremblaient tellement qu'Isabelle dut l'aider à l'ouvrir. À l'intérieur, des photos, des lettres, des rapports médicaux jaunis par le temps. Quand j'ai appris que tu avais perdu notre bébé, continua Henri, j'ai voulu mourir. J'avais détruit la femme que j'aimais pour sauver ma fille, et en faisant ça, j'avais tué notre enfant à naître. Isabelle regardait les documents, incrédule. Des photos d'elle prises à son insu pendant sa convalescence, des rapports de détectives privés sur son état de santé, des lettres jamais envoyées où Henri exprimait son amour et ses remords. « Mais Marie, balbutia-t-elle, Marie est née 6 mois après notre séparation. Sa mère, Sylvie, était une infirmière qui s'occupait de moi quand j'ai appris la maladie de ma fille. J'étais détruit, désespéré. Elle m'a consolé et Marie est née de cette liaison sans amour. » Henri toussa, crachant un peu de sang. Le temps lui était compté. Mais voici le plus important, Isabelle. Quand Marie a eu 3 ans et qu'on a découvert sa maladie, j'ai fait des tests génétiques approfondis. Cette forme de cancer, elle ne vient pas de moi. Elle vient de sa mère, Sylvie. Isabelle ne comprenait plus rien. « Alors, pourquoi tu as dit... » « Parce que j'ai menti. Encore. Marie n'était pas malade en 1996. C'est moi qui étais déjà atteint, sans le savoir. J'ai vendu tes secrets commerciaux pour payer mes propres traitements, pas ceux de Marie. » La vérité frappait Isabelle comme une succession de gifles. Tout ce qu'Henri venait de lui raconter sur sa fille malade en 1996 était faux. Il avait inventé cette histoire pour justifier sa trahison, pour se donner des circonstances atténuantes. « Alors tu m'as menti, encore, dit-elle, la colère montant en elle. « Oui, admit Henri simplement, mais pas sur l'essentiel, pas sur l'amour que j'avais pour toi, pas sur le fait que te trahir a été la plus grande erreur de ma vie, et pas sur le fait que Marie est en train de mourir aujourd'hui et qu'elle a besoin de ce traitement. » Henri sortit une dernière photo de l'enveloppe. Marie Dubois, 29 ans, dans un lit d'hôpital. Et cette fois, Isabelle ne put nier l'évidence. Cette jeune femme lui ressemblait de manière troublante. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « Parce que Marie n'est pas la fille de Sylvie, » révéla Henri dans un souffle. « Marie est adoptée. Je l'ai adoptée quand elle avait 5 ans, après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Ses vrais parents s'appelaient Jean et Catherine Moreau. » Le nom frappa Isabelle comme la foudre. Moreau. Le nom de famille de son ex-mari, le banquier parisien. Mais aussi... Catherine était ma cousine, chuchota Isabelle, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Catherine Monclerc qui avait épousé Jean Moreau contre l'avis de la famille. Marie est ta petite cousine, Isabelle. Elle porte le sang des Monclerc, et elle va mourir si nous ne faisons rien. Tout prenait sens maintenant. Pourquoi Henri avait contacté Isabelle après toutes ces années? Pourquoi il avait inventé cette histoire de fille malade en 1996? Pourquoi il savait qu'elle ne pourrait pas refuser de sauver Marie? « Tu as tout orchestré, » dit Isabelle, partagée entre l'admiration et l'écœurement. « Même mourant, tu continues à manipuler. »« Non, » répondit Henri avec une sincérité bouleversante. « Cette fois, c'est différent. Cette fois, je ne te demande rien. Tu as déjà tout donné. L'argent est versé, les traitements vont commencer. Marie va vivre. » Henri ferma les yeux, épuisé par cet aveu. « Je voulais juste que tu saches la vérité. Toute la vérité, avant de mourir. » Isabelle resta silencieuse pendant de longues minutes. Dehors, le soleil se couchait sur la Méditerranée, peignant le ciel de couleurs orangées. Dans cette chambre d'hôpital, 2 vies se terminaient, celle d'Henri, littéralement, et celle d'Isabelle telle qu'elle l'avait connue. « Henri, dit-elle finalement. « Oui, je te pardonne. » Ces 3 mots, si simples et si difficiles à prononcer, libérèrent 30 ans de colère, de rancune, de douleur.
Isabelle sentit un poids immense s'envoler de ses épaules. « Et moi, murmura Henri, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Même quand je te trahissais, même quand je te mentais, même quand je te faisais du mal. C'est ça, le plus terrible et le plus beau dans cette histoire. » Henri Dubois mourut 3 jours plus tard, paisiblement, dans son sommeil. Isabelle était à son chevet, lui tenant la main. Ses derniers mots furent « Merci de m'avoir sauvé ». Marie Dubois, elle, guérit complètement. Le traitement suisse fit des miracles. 6 mois plus tard, elle rencontrait Isabelle pour la première fois. Elles ne se quittèrent plus. Aujourd'hui, 2 ans après ces événements, Isabelle vit dans un petit appartement du Vieux-Port de Marseille. Elle a perdu sa fortune, son statut, son château. Mais elle a gagné quelque chose de plus précieux, une fille de cœur, la paix intérieure et la certitude que l'amour véritable peut triompher de tout, même de la trahison. Vous savez, me dit-elle en terminant son récit, les gens pensent que j'ai tout sacrifié pour Henri. C'est faux. J'ai tout sacrifié pour moi, pour me libérer de cette prison de haine que j'avais construite autour de mon cœur. Elle regarda la mer, un sourire serein sur les lèvres. Le pardon, monsieur Moreau, ce n'est pas oublier le mal qu'on nous a fait. C'est choisir de ne plus laisser ce mal nous définir. C'est reprendre le contrôle de sa propre histoire. Et c'est ainsi qu'Isabelle de Montclair, en perdant tout, avait finalement tout gagné. Car parfois, il faut savoir renoncer à ce qu'on possède pour découvrir qui on est vraiment. L'amour avait triomphé de la trahison. Pas parce que Henri le méritait, mais parce qu'Isabelle avait choisi la liberté plutôt que la prison de la rancune. Et c'est peut-être ça, la plus belle leçon de cette histoire, que nous avons tous le pouvoir de transformer nos blessures en sagesse, nos trahisons en compassion et nos fins en nouveaux commencements.